L'intuition, c'est un signal qui se manifeste sous forme d'une émotion, c'est-à-dire d'un phénomène corporel, car l'émotion est corporelle. Elle est vécue dans le corps de façon agréable ou désagréable par une détente ou une tension. Et ce signal, il surgit d'une analyse non conscientisée de toute une série d'informations qui sont comparées à des expériences du passé. Et en fonction de ce que ça veut dire en termes même de survie pour l'individu, il va y avoir une émotion agréable quand c'est bon pour l'individu ou désagréable quand c'est pas bon. Et même si on n'est pas conscient des raisons pour lesquelles cette émotion a surgi de la sorte, il faut l'écouter, parce que c'est vraiment la voie à suivre pour se protéger, ou au contraire aller dans une voie qui est bonne pour nous. D'accord, donc vous lui faites toujours confiance à votre intuition ? Oui, mais en même temps, je me méfie, parce que parfois je me leurre, dans le sens où je crois que c'est de l'intuition et ce n'en est pas. Et je crois que pour moi, le meilleur moyen de discerner ça, c'est d'écouter si je ne suis pas trop dans un bavardage mental où je justifie, où j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai raison de penser ça, ou de croire ça, ou de ressentir ça. Parce que je suis en fait plus du tout dans le ressenti, je suis simplement dans une espèce d'analyse intellectuelle des choses, et là je ne suis pas dans l'intuition. Le mental peut se mentir à lui-même. D'ailleurs, le mot mental vient de mens mentis en latin, qui a donné le verbe mentiri, ce qui veut dire mentir. Il faut se méfier de son mental. Donc, pour moi, je n'écoute mon intuition que quand je sens qu'elle vient d'un endroit beaucoup plus paisible, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus silencieux. Et donc, pour faire le tri, justement, comment savoir que ça vient de cet endroit beaucoup plus silencieux ? Parce qu'on est en contact avec le silence. Je veux dire par là que si je commence à me poser trop de questions, si ça bavarde à l'intérieur comme ça, et qu'il y a des pour, des contre, je suis dans l'argumentation, je suis dans la décision. Il y aura toujours des pour et des contre, et puis il y aura toujours une raison de contredire ce qu'on a pensé, parce qu'il s'agit bien à ce moment-là de penser, c'est bien le mental qui est actif. Or, l'intuition n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose de beaucoup plus primaire, primitif. Je vous dis, c'est non conscientisé, et donc ça doit surgir d'un endroit, en tout cas c'est pas que ça doit surgir, ça surgit d'un endroit beaucoup plus vierge, beaucoup plus paisible. Oui, c'est ça en fait. Et vous parliez vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Écouter le silence à l'intérieur, aux éditions d'Iconoclaste. Donc le lien entre le silence à l'intérieur et l'intuition, il est très étroit. Ah oui, je dirais, bon, vous savez, le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. C'est la toile de fond, c'est notre essence, c'est notre nature ultime, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu, quand les émotions, les pensées, les sensations se sont évanouies. C'est vraiment l'espace essentiel de l'être. Et en fait, les Indiens en Inde disent que lorsqu'on est en contact avec cet espace profond, ou lorsqu'on laisse cette conscience émerger en nous, se réveiller en nous, et j'insiste pour dire que la conscience n'est pas le mental bavarde, il analyse, il pense, mais il commente les choses, alors que la conscience, elle ne fait que constater les choses. Et quand on est en contact avec cette dimension profonde de la constatation simple de la réalité, il y a une forme de sagesse qui surgit en nous, et qui tient à cette intuition. Et les Indiens en Inde parlent de la prajna, la connaissance directe, ou la connaissance transcendante ou intuitive. On peut le traduire comme ça. Et cette prajna, elle ne s'apprend pas dans les livres, il ne s'agit pas d'un savoir, c'est vraiment une connaissance, parce qu'on est en contact direct avec la réalité, que le mental ne vient pas interférer, et qu'il ressort en nous une sorte de connaissance de ce qui est bon et pas bon. Et ça donne accès à une forme de profonde sagesse. D'ailleurs, souvent le mot prajna est traduit par sagesse, mais c'est plutôt, dans son étymologie, il faudrait plutôt le traduire par connaissance directe ou connaissance intuitive. L'intuition, est-ce qu'elle vous a emmené sur des chemins que vous n'auriez jamais empruntés si vous ne l'aviez pas écoutée ? Oui, évidemment. L'épisode probablement le plus spectaculaire dans mon parcours, c'est lorsque j'ai quitté mon métier de chirurgien, puisque pendant des mois, dans la dernière année de cette activité de chirurgien, je me posais des questions, j'avais envie d'arrêter, parce que j'ai tout fait dans l'environnement où j'évoluais, et il y avait des pour, des contre, et j'étais dans une forme de combat intérieur avec une tension, et je ne trouvais pas la solution. Et puis, un matin,
le matin où j'ai pris des fonctions plus importantes au sein de l'université où je travaillais, il y a eu une voix en moi qui s'est levée et qui a dit non, si tu restes ici, tu vas mourir. Mais c'était pas une voix créée, c'était pas le résultat d'une réflexion ou la conclusion après un long processus de pensée. C'est quelque chose qui a surgi de très profond. Et je l'ai entendu, je l'ai écouté, parce que tout mon corps, tout mon être était dans une tension, dans une profonde angoisse si je faisais le choix de rester. Et dès que je me suis autorisé à quitter, et ça a pris quelques secondes, j'ai le temps d'écrire quelques minutes, le temps d'écrire une lettre de démission, et je suis parti. Et j'ai vraiment senti que je revenais dans la vie, et que j'étais... Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. J'ai écouté ce qui était vraiment nécessaire. Et vous n'avez jamais regretté? Jamais. Après, ça n'empêche pas que je pense qu'il y a eu des très bons moments et que c'est pas que je regrette ces bons moments, mais je me dis, je suis content de les avoir vécus. Mais j'ai jamais regretté parce que par la suite, le chemin qui s'est déroulé s'est révélé être le chemin dont je rêvais depuis tout petit. Et il m'a permis d'actualiser, de réaliser des aptitudes, des désirs, des aspirations qui existaient dans l'enfant que j'ai été et qui n'avaient pas pu éclore parce que j'avais barré tout ça avec un système de croyance où je m'étais enfermé dans un type d'activité pour répondre à un type de demande, pensant que c'était la seule voie possible pour moi. Mais il y avait un sage tout au fond qui me disait non, il y a un autre chemin. Et je suis ravi de l'avoir suivi. Donc alors aujourd'hui, quelle place elle occupe dans votre vie professionnelle? Toujours dans vos choix, ça continue ou est-ce que c'était vraiment exceptionnel? Oh non, j'arrive très difficilement à faire autrement maintenant. C'est-à-dire que quand je rentre dans le processus de la pensée, et qu'il y a des pour, des contre, et que je commence à me stresser, qu'il y a de nouveau cette tension intérieure et cette tension physique, parce que c'est vraiment un phénomène émotionnel qui est vécu dans le corps, je suis trop inconfortable et je lâche relativement vite prise par rapport à ça. Et je reviens dans ce silence intérieur et je laisse émerger. C'est vraiment ça, laisse émerger une forme de guidance qui vient de moi, bien sûr, mais d'une partie beaucoup plus profonde, ce qu'on pourrait appeler le soi et la conscience. Et en fait, tous mes choix importants, et vous avez entendu, je dis le choix, parce que quand on est dans le mental, c'est une décision. Il y a les pour, les contre, et il y aura toujours une raison de regretter une décision, parce qu'on n'a pas pensé à certains aspects, des conséquences possibles de ce qu'on a décidé. Par contre, je fais bien la différence entre la décision et le choix. Le choix, c'est tout l'être qui dit oui ou qui dit non, et un choix, alors qu'une décision, ça peut se regretter, justement, un choix, ça ne se regrette pas, ça s'assume. Et aujourd'hui, j'essaye de faire des choix. Et par exemple, j'ai créé l'école de la présence thérapeutique. C'est pas non plus le résultat d'un long processus de pensée. Je vais faire ça, je dois le faire comme ça, parce que ça doit être fait comme ça, ou ça plaira comme ça. Non, j'ai laissé émerger, j'ai senti, parce que tout mon corps était joyeux et détendu, que c'était la voie à suivre, et j'ai assumé le choix de suivre cette voie. C'est pas pour ça que ça m'a pas demandé d'efforts, des contraintes, mais j'ai assumé. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Et on trouve une force, on trouve un enthousiasme, entheos, ce Dieu intérieur, cette vie intérieure, qui nous permet d'assumer et de réaliser ce qu'on a ressenti au plus profond. Et je fais ça tout le temps. L'école, elle est née comme ça, j'ai jamais rien préparé, ça surgit, j'écoute ce qui vient d'un endroit de sagesse et de connaissance de la vie qui est en nous. Et puis même dans la sélection des élèves, par exemple, ils m'envoient un courrier, il y a bien sûr des critères objectifs auxquels ils doivent répondre, parce que c'est essentiellement des soignants ou des gens qui sont dans la relation d'aide et de soins. Et en fait, en lisant leurs lettres de motivation, je ne cherche pas à décortiquer, analyser ce que ça peut vouloir dire, je ressens. Et il y a des fois c'est tout de suite oui, et il y a des fois c'est tout de suite non. Et jusqu'à présent je ne me suis jamais trompé, parce que les noms, j'en parle avec les personnes et elles se rendent compte qu'effectivement elles ne sont pas forcément prêtes pour le chemin qui est proposé et qu'il faut peut-être encore attendre un petit peu, et ça les fait maturer, et puis parfois elles repostulent et elles renvoient une candidature plus tard, et là je le sens et c'est bon, elles viennent. Donc oui, je crois que c'est devenu une façon de vivre, une façon d'être. C'est pas une façon de vivre, c'est de faire quelque chose, c'est une façon d'être au monde, d'écouter le monde. Vous avez une anecdote à nous raconter? Une anecdote,
il y a quelques années, j'avais participé à une forme d'atelier où on travaillait sur le transfert et le contre-transfert. Et cette notion de transfert et de contre-transfert est très importante, notamment par rapport à l'intuition. Et nous étions en présence d'un groupe de personnes et il fallait tout de suite choisir, sans réfléchir, avec qui on avait envie de partir en vacances et avec qui on n'avait surtout pas envie de partir en vacances. Et dans l'instant, la réponse, elle fuse. Je savais avec qui je voulais et avec qui je voulais pas. Et ça, c'est vraiment intuitif. C'est quelque chose de ressenti. Et il y a une joie en imaginant qu'on part avec une personne et au contraire, une forme de dégoût, de tension, de répulsion si on devait partir avec une autre. Mais après, on nous invitait à essayer d'analyser pourquoi on partirait avec telle personne ou pas avec telle autre, des gens qu'on ne connaissait pas au demeurant. Et j'ai, à ma grande surprise, constaté que la personne avec qui j'avais pas du tout envie de partir en vacances, elle avait des mains qui me rappelaient une personne qui, dans mon enfance, avait été à l'origine d'expériences désagréables. Et je me suis dit, waouh, ça ne tient qu'à un petit détail comme ça, que je n'avais pas analysé consciemment au moment où j'ai dit oui ou non par rapport à ces gens, mais en fait, il y avait une raison. Parce que l'intuition n'est pas dénuée de raison, mais la raison n'est pas forcément conscientisée. Et c'est une anecdote pour moi fondatrice, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on ne vit pas dans la réalité, on vit face à une forme d'écran, et il faut écouter ce que nous ressentons face à cet écran, et puis ensuite essayer de comprendre pourquoi on a ressenti ça. Mais je crois qu'il faut d'abord toujours écouter ce qu'on a ressenti. Et ensuite, on trouvera la raison qui fait que, oui ou non, on a suivi ou pas notre élan vers une chose ou vers un être. J'ai un autre exemple comme ça. Il y a quelques années, je cherchais un endroit pour créer l'école de la présence thérapeutique, et mon rêve, c'était de le faire en Suisse, dans les montagnes. Et il y a une personne, à ce moment-là, qui m'a proposé d'ouvrir cet endroit pour moi, financièrement le mettre en place et m'aider. Et je dis, waouh, c'est un cadeau de la vie, et c'est pas pour moi, c'est pour le projet que je porte. Donc j'ai été au rendez-vous que cette personne m'avait fixé en Suisse. Et quand je suis arrivé en sortant de la voiture, mais j'ai eu un sentiment de répulsion et de dégoût, alors que je n'avais même pas encore vraiment visité les lieux, mais c'était non. C'était clair, c'était non. J'ai visité les lieux avec évidemment une forme d'a priori, j'ai essayé d'en faire abstraction, ça revenait, je ne sentais pas. Et puis, pendant le repas qui a suivi cette visite, la personne qui voulait m'offrir ce lieu, ou offrir ce lieu au projet que je portais, m'a dit « mais ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer ». Et je dis « oui, j'en suis le premier étonné, mais je ne peux pas encore vous expliquer pourquoi ». Elle m'a raccompagné à l'aéroport, j'ai repris l'avion et pour Bruxelles, c'était depuis Genève, et dans l'avion, tout d'un coup, j'ai commencé à entendre les raisons qui justifiaient ma répulsion intuitive de départ. Et les raisons, c'était des choses très, en apparence anodines, mais qui pour moi faisaient qu'il y avait un manque de cohérence entre ce lieu et ce que je voulais faire. Et j'ai pu les expliquer à la personne, elle a compris ça, et par la suite, il s'est révélé que j'avais sans doute détecté aussi certaines choses plus profondes qui se sont révélées avec le temps et qui auraient été bien embêtantes pour mon projet. Donc je suis content d'avoir écouté ma répulsion intuitive, parce que si j'avais écouté mon mental, il m'aurait dit « mais vas-y, profite de cette opportunité, c'est merveilleux, on t'offre un lieu, c'est en Suisse, c'est dans les montagnes ». Et il y avait quelque chose de plus fort qui disait non. Et je suis bien content d'avoir écouté ce non. C'est clair. Et vous avez un dernier conseil à donner pour ceux qui vous regardent là, Ah oui. Je dirais simplement écoutez le silence en vous. Et ce silence, ne cherchez pas à le faire, à le créer. On ne peut pas créer quelque chose qui existe de toute éternité. Le silence est toujours là. Même quand il y a du bruit, même quand il y a du bavardage à l'intérieur de vous, même quand il y a du bruit à l'extérieur de vous, rendez-vous compte qu'il y a un plan plus profond de la réalité, qui est le silence, qui est l'espace dans lequel apparaissent tous les bruits et dans lequel tous les bruits disparaissent par la suite. Et plus vous écouterez ce silence, plus il prendra de la place, et plus la conscience va s'éveiller en vous. Parce que la conscience est paisible, silencieuse, elle accueille, elle accepte ce qui est, elle aime.
elle accueille sans condition, elle est amour inconditionnel. Et vraiment, si vous pouvez écouter cette dimension toute profonde de l'être, non seulement ça sera bénéfique, je crois, pour l'intuition qui va surgir en vous, pour cette connaissance, cette sagesse profonde, mais ça va vous ouvrir une perspective sur ce qu'est la vie, ce qu'est vraiment la vie, et vous allez voir derrière les apparences. C'est magnifique. Et comment on fait pour écouter le silence intérieur quand tout s'agite autour de vous? Ah, mais on reste calme. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas obligé de devenir agité. Et que même si une partie de nous l'est, moi je vois bien, même pendant que je vous parle, je vois qu'il y a une partie de moi qui s'agite en disant est-ce que je suis pas trop long, est-ce que je suis concis suffisamment, blablabla. Mais ça c'est la partie agitée, mais il y a celui qui regarde la partie agitée. Et celui-là, c'est le vrai jeu, c'est le soi profond, c'est la conscience. C'est même pas l'observateur, il n'observe pas, il constate. Et l'observation, c'est encore un acte. La constatation, c'est simplement une présence. Et il est simplement présent à ce qui est, il est là. Et c'est notre nature ultime, profonde, véritable, essentielle. Et si vous pouvez vivre de cet endroit-là, ça n'empêche pas d'être troublé, perturbé par tout ce qui se passe autour de nous et en nous. Mais il y a un noyau paisible, il y a un noyau solide qui fait qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose. Hein. Il ne peut pas vous arriver grand-chose. Un grand merci Thierry. Bonne vie. Hein. Merci. Si vous étiez un avocat, qu'est-ce que vous diriez pour sa défense? Alors je dirais pas grand-chose. Je pense qu'il faut l'inviter plutôt à faire l'expérience de l'intuition, apprendre à sentir quand il y a cette détente et cette joie dans le corps, et apprendre à aller dans la voie qui crée cette détente et cette joie. Et puis aussi sentir quand on est tendu et stressé, et éviter d'aller dans les voies qui créent ce stress et cette tension. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour défendre l'intuition, il y a simplement à inviter à la vivre et à constater que c'est un précieux outil dans la vie. C'est pas un outil, c'est un précieux guide dans la vie. Demain, vous êtes navigateur, vous partez faire le tour du monde à la voile. Oh, voilà. Je suis pas sûr que j'aurais le cran de faire ça. C'est vrai. Bon, on va imaginer alors. Quelle place vous lui accorderiez? Parce que justement, vous n'êtes pas sûr d'avoir le cran, donc peut-être qu'elle peut vous aider. Oui, mais en même temps, je crois que quand on est un navigateur, il faut aussi une sérieuse connaissance de la navigation, c'est-à-dire connaître son bateau, connaître la technologie qui est au service de ce projet, connaître les étoiles, connaître les vents, connaître... Donc il faut quand même un minimum d'un savoir qu'on a appris souvent par l'expérience, j'imagine, hein, y compris dans la navigation. Mais après, effectivement, faire confiance à son instinct, à cette intuition qui va nous dire ouais, je le sens là, le temps va changer. Et même si tout est en apparence contre l'idée que le temps va changer, on doit quand même écouter cette petite voix qui nous dit non, je crois que le temps va changer. Parce que souvent, je crois que le navigateur se remercie, se félicite d'avoir écouté sa petite voix et d'avoir prévu le changement de temps. Et si vous étiez chef d'entreprise, alors comment l'utiliseriez-vous? Oh, mais je suis devenu, j'aurais jamais cru ça d'ailleurs, je suis devenu malgré moi chef d'entreprise, parce qu'en créant cette école de la présence thérapeutique, finalement, voilà, c'est une organisation. Et je crois que avant d'être un chef d'entreprise, avant d'être un dirigeant, il faut être un leader. C'est-à-dire il faut repérer chez les autres qu'est-ce qui peut participer et alimenter un projet commun. Et en chacun trouver les talents, les compétences qui peuvent servir ce projet autour de cette idée et fédérer autour de cette idée. Ça, c'est vraiment le leadership. Et il faut beaucoup d'intuition pour faire ça, je pense, parce qu'il faut sentir les gens, il faut les écouter, il faut s'écouter soi, et c'est à travers l'émotion partagée que le projet va pouvoir se réaliser. Donc voilà comment j'essaye de faire en tant que chef d'entreprise, je dirais plutôt en tant que leader, et voilà comment je crois que tous les chefs d'entreprise devraient faire.